Premier tour de roue, j'apprivoise la bête. Qu'est-ce qu'on est bien. Ça faisait plusieurs mois que j'étais pas rentré dans les chemins, mais je dois avouer que c'est puissant. On sent qu'il y a un amorti différent. Je sais pas où je suis. C'est vrai que le vélo met bien en confiance quand même. Ça c'est sympa ça. Ça c'est ce que j'aime. Hello, j'espère que ça va. Aujourd'hui nouvelle vidéo en rapport avec mon nouveau vélo, le Meral Artemis. Aujourd'hui, je vous emmène au boulot. On va monter le vélo de A à Z, du cadre nu jusqu'au test terrain. L'idée ici, ça va être de vous distiller en voix off des petits conseils mécaniques et des anecdotes et de vous montrer le résultat final. J'ai vraiment très hâte. Allez, c'est parti. La première étape, c'est d'aller chercher le vélo en peinture. Mes collègues viennent de le terminer et moi je vais le chercher. J'ai fait mon montage. Voilà, vous avez déjà l'inside, c'est parti. Donc là, je l'emmène dans mon atelier. Récupération du cadre en peinture. Et on va l'installer sur le pied. Là, on voit mon atelier, tous mes outils, tout mon matos. Là, on va commencer à mettre 2-3 pièces. Là, je vous avoue, à ce moment-là, j'ai vraiment hâte de commencer le montage de ce vélo. La fourche. Première étape du montage, c'est les roues. Donc nous au boulot, on travaille avec des roues déjà montées, c'est déjà rayonné, les jantes sont déjà placées. Mais il faut mettre les pneumatiques, les disques et la cassette. Donc là ici, je commence par mettre le liquide tubeless. Donc je fais ça dans la roue arrière, parce que la roue avant, je l'ai déjà fait chez moi avec mon liquide. La roue arrière, je vais utiliser du Panzer et je vais mettre 60 à 70 ml de préventif. Mon pneu, c'est un Maxxis Rambler à l'arrière en 50 mm de large et à l'avant, j'ai mis du Maxxis Ravageur. Donc, première chose à regarder quand on déplie le pneu, c'est s'il y a un sens de rotation indiqué sur le flanc. Donc ça se lie avec une flèche marquée rotation. Et là, ici, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc il faut se fier au dessin des crampons. Là, j'installe mon pneu. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre une tringle au fond de la jante, on fait tout le tour avec une seule tringle. Donc là, j'installe ça. C'est plutôt facile avec ces pneus-là et ces jantes-là. J'en parlerai plus tard des jantes et des roues en général qui sont assez intéressantes. Là, je vais installer les valves tubeless, la valve tubeless. Donc c'est une valve spécifique qui ressemble à une valve normale, c'est juste qu'il y a un petit joint d'étanchéité et une vis pour serrer tout ça. Donc là je l'installe. Nous par convention on met la marque et le modèle du pneu à l'opposé de la valve, mais ça c'est plus pour se repérer et puis pour les photos sur les réseaux sociaux. Je mets le préventif en bas du pneu. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à fermer le pneu par en haut, ensuite le tourner pour que le préventif se retrouve dans la zone fermée et je vais fermer tout le reste. Mais ça, vous le verrez dans les bonus en fin de vidéo où je fais le montage parce que j'ai eu des petites surprises. Donc là, on voit, je vais au compresseur. C'est bizarre, ça ne veut pas s'étanchéifier. Alors je galère un petit peu, j'insiste. Ça ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que chez moi, j'ai très bien réussi. Pour la roue avant, avec une pompe à pied, mais un liquide préventif différent. Je galère. Et là, j'essaye avec une pompe à main, une pompe à pied classique, pardon. Ça fonctionne toujours pas. Là, je commence un peu à stresser, ça m'énerve. Donc, je décide de démonter, de nettoyer. Il faut tout enlever, tout frotter. J'en mets par terre, c'est pas top. Là, à ce moment-là, je suis un petit peu énervé. Donc je me dis super, le montage commence bien. Donc on nettoie tout, on va repartir sur de bonnes bases. On enlève la valve, on range ça. Je ferai ça à la maison ce week-end, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, voilà, je mets une chambre à air. Donc la chambre à air, on la prégonfle un petit peu avant de l'installer. On installe le pneu avec une tringle dans la jante et on ferme le pneu classiquement. Bon, je filme un peu le montage, hein. Tu seras peut-être dans la vidéo.
Tac. Voilà, je serais moins embêté comme ça. Comment? Ouais, je vais la tarauder là, je vais mettre le logo tarauder. Là c'est parfait, ça a claqué. Maintenant ce qu'il faut vérifier, c'est que le pneu soit bien installé. Donc en fait sur les flancs, au niveau de la jante, on a une petite ligne qui fait tout le tour. Il faut qu'elle soit parallèle à la jante tout du long. Passage à l'installation des disques. Donc moi pour ce vélo, j'ai choisi deux disques en 160 mm des SRAM Centerline. Bon, là on fait bien attention de ne pas mettre de graisse sur les disques au moment du déballage. Le serrage se fait avec un écrou Centerlock. Ça vient serrer le disque sur la roue au moyen d'un anneau. Je sors la clé dynamométrique parce que ça se serre à la clé dynamo à 40 Nm. Les serrages au couple, c'est très important. Je vais sûrement le répéter plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est quelque chose à ne pas négliger, que ce soit sur des pièces carbone ou autre matière. C'est pas pour rien que ça existe. Donc là, je commence à visser à la main mon écrou Centerlock et je termine à la clé dynamo avec la douille qui va bien. Je règle ma dynamo à 40 Newton et je vais serrer tout ça. Quand on entend le petit clac, c'est que c'est bon. Je fais la roue avant, exactement la même méthode. On range tout, donc là c'est important avec une clé dynamo, c'est d'enlever la tension en dévissant. On ne laisse pas une clé dynamo traîner avec une tension dans le ressort, ça l'abîme. Allez, maintenant on va installer une belle pièce sur la roue arrière, c'est la cassette. Donc moi j'ai choisi une SRAM XXSL en 1052. La première chose que je fais, c'est que je mets un petit peu de graisse sur le filetage. Vu qu'on est sur du SRAM XD, il y a un petit filetage en plus d'écrantage comme sur du Shimano. Donc je mets un peu de graisse, ça facilite l'installation, ça facilitera le démontage futur et ça évite aussi l'installation d'humidité dans cet endroit-là. Je pose la cassette, je vérifie qu'elle soit bien calée en la tournant un petit peu. Normalement on entend un petit clic quand ça s'installe. Et je commence à serrer à la main avec une clé à cassette classique. La même chose qu'en Shimano. Donc au début je serre à la main, je vais vérifier plusieurs fois que tout tourne rond, que tout soit bien centré. Ça me paraît pas mal. On termine à la clé dynamo, comme il se doit. C'est du 40 Nm. Pour les cassettes, c'est important. Moi, j'ai déjà vu des cassettes surserrées et ça crée des bruits parasites, des soucis. Donc, vraiment, on respecte les couples. On ne surserre pas surtout. Donc là, c'est 40, c'est 40. Ça tourne bien. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça fait une grosse galette. Bon, allez, on est bon pour ça. Maintenant, on va installer la tige de selle et le collier de selle. Le collier de selle ici sur ces vélos, on est sur du 30 mm de diamètre. Et là, c'est du Columbus qui est fourni avec le cadre quand on l'achète. Et avant de mettre la tige de selle définitive, je fais un test avec une tige de selle test pour voir s'il n'y a pas de souci dans le tube de selle. Dans le cas contraire, je fais un alésage. Je viens appliquer de la graisse dans le tube de selle. C'est important, ça facilitera le montage, le démontage et ça évitera l'installation d'humidité.
Pour mon vélo, j'ai fait le choix d'une bonne petite tige de selle RockShox Reverb AXS XPLR, une tige de selle télescopique AXS. Je viens mettre de la graisse sur la tige de selle un petit peu, faut pas en mettre trop. Et je viens installer tout ça. Pour le moment, je serre à la main, je fais pas encore les serrages au couple. Et comme ça maintenant, je peux venir maintenir mon vélo par la tige de selle sur le pied d'atelier. Là, je l'avais mis sur le tube de selle. Bon, c'est un cadre acier, c'est solide. Mais le mieux, c'est quand même de mettre sur la tige de selle. L'étape suivante, c'est l'installation du logo. On vient mettre un logo Méral en inox sur la douille. Ça donne une petite touche prestigieuse au vélo, c'est plutôt sympa. Donc avec une perceuse, la première chose que je fais, c'est que je reperce les trous, parce qu'il peut y avoir de la peinture ou des résidus de vernis qui se sont mis à l'intérieur. Je vais venir préposer mon logo avec mes rivets. Avec du scotch de peintre, je vais venir protéger les pourtours du logo au niveau de la douille. Parce que si je ripe avec mon outil, je peux rayer mon cadre, donc je protège avec du scotch. Et je viens rifter tout ça. Je retire le scotch, et là on voit le résultat, c'est quand même du plus bel effet. Nouvelle étape dans la préparation du cadre, c'est le taraudage du boîtier de pédalier. Parce que oui, comme je pars d'un cadre nu, il y a forcément des petites interventions. C'est pas comme quand on reçoit un vélo dans un carton. Là, il faut faire quelques petits trucs. Donc là, on va tarauder le boîtier. Donc tarauder le boîtier, en gros, c'est venir enlever des résidus de matière. Là, ça va être surtout peinture et vernis qui pourraient s'être mis dans le boîtier. Donc j'utilise un tarot spécifique. Donc là, c'est un tarot en T47. Il y a un sens à respecter. Le côté avec une tige longue se met côté transmission. Et on vient tourner à droite dans le sens anti-horaire et à gauche dans le sens horaire. En gros, on vient tourner vers l'arrière. Donc on alterne droite et gauche et surtout c'est un tour dans le bon sens et on revient d'un demi-tour en arrière. Ça permet de chasser la matière et d'éviter qu'elle s'accumule. On fait ça sur toute la largeur du boîtier et on revient en arrière et on retire. On nettoie bien les outils, on évite qu'il y ait des résidus de métal qui restent sur l'outil. On nettoie l'intérieur du cadre avec une petite soufflette, un chiffon, et on est bon. Là, je prépose ma potence sur mon cintre. C'est pas du tout la position définitive. Pareil, je fais pas les serrages au couple. Mais là, pour l'instant, c'est pour m'aider à poser le jeu de direction sur le vélo. Pour ce vélo, on est sur des standards de roulement IS52, IS52. Les cuvettes sont complètement intégrées à la douille. Là, je vais venir installer le cône de fourche. Donc, je mets un petit peu de graisse et je viens emmancher le cône avec un tube de la bonne taille en 1 pouce 1,5. Là, c'est assez facile. Sur un pivot carbone comme ça, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. J'enlève la graisse. Je pose mon roulement bas. J'ai posé ma partie haute du jeu de direction. Je viens insérer mon pivot dans la douille. Les roulements sont positionnés.
passe dans les entretoises et je viens mettre ma potence. Comme ça me permet de voir si tout s'installe bien. Je serre juste la petite vis de la potence pour tenir le tout. Et déjà, j'ai une prépose. Je viens installer mon dérailleur arrière. C'est nécessaire parce qu'en fait, sans lui, je ne peux pas fixer ma roue. En tout cas, je ne peux pas visser mon axe et installer ma roue. Et je vais en avoir besoin pour l'étape suivante. Je viens mettre un petit coup de graisse dans le filetage. Et je pose la roue. Je viens mettre l'axe. Et là, je vais serrer au contact. Pareil qu'avant, je ne fais pas encore les serrages au couple. Là, c'est juste histoire que la roue soit posée. Je viens installer maintenant la visserie secondaire. Donc ce que je fais en premier, c'est que je viens mettre de la graisse dans les filetages. Donc, petit point sur la graisse, c'est celle que je mets depuis le début, c'est une graisse blanche, c'est de la graisse PTFE qui vient en fait se mettre entre deux surfaces de contact sur le vélo. Donc en gros tout ce qui est vis, filetage. Sauf les vis où il y a du frein filé. Mais en gros ça facilite le montage, le démontage et ça évite l'installation d'humidité. Donc je pose quelques vis pour l'instant. Les vis qui accueilleront des portes bidons, les vis de la fourche. Il y en a beaucoup sur ce vélo parce que c'est un vélo destiné au voyage, au bikepacking, à l'aventure. Donc il y a beaucoup de possibilités de bagagerie et autres. Et bien ce vélo, il y a beaucoup d'inserts pour faire du bikepacking. Passons maintenant à l'ajustement de la position. Donc pour ça, on utilise un banc morphologique sur lequel on vient placer le vélo. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de la roue arrière. La roue avant, elle est fixée au banc. Et en fait, cet outil facilite vraiment la mise aux côtes du vélo. Donc moi j'avais mes côtes de Chirou, que j'ai reproduit ici, ma hauteur de selle, il va y avoir mon poste de pilotage et tout. On va voir la différence selle-cintre. Donc là je suis à 949, en 950, 50 mm de différence, et il me faut 54. Il me faut 4 mm, donc je vais enlever une entretoise. Donc là dans le doute, je vais me laisser de la marge, je vais laisser 2 entretoises. Comme ça si je pourrais rebaisser s'il faut. Donc là je vais couper 8,8. Hop, là on met le cintre à niveau. Hop. Donc là, on va couper le pivot. Là j'ai mesuré, il faut que je coupe à 8,8 en partant du haut. Hop. Là on va marquer 8,8. Tac. Le pivot est coupé à la bonne hauteur. Comme en fait avec le banc morphologique, j'ai pu déterminer ma hauteur de poste de pilotage avec la différence selle-cintre. J'ai pu couper le pivot à la bonne hauteur en me laissant un petit peu de marge. Je nettoie tout ça pour pas avoir de bavure. En gros, j'ai bavure. Et comme ça, le pivot est à la bonne taille et je peux tout installer sur le vélo.
Je fais des petites rotations pour voir s'il n'y a pas de point dur. Si ça tourne librement, c'est pas mal. C'est l'heure du café. Après on continue le montage. Donc là, j'ai coupé le pivot à la bonne hauteur en prenant en compte l'expandeur. J'ai testé, comme on a vu, ça fonctionne bien. Maintenant on va passer à la suite, on va passer les durites et on va mettre les étriers. Allez, la pause café est terminée. Maintenant on va passer à la pause des étriers et des durites. Là, petit point, vous m'avez vu mettre des gants. Quand je fais des montages de vélo, je fais attention à mes EPI. Surtout quand je manipule de l'huile, minérale ou DOT ici. C'est important de mettre des gants. Je mets aussi des lunettes pour éviter les projections. C'est important de préserver sa santé. Donc première chose à faire quand on manipule des durites, des choses comme ça, qu'on fait une purge ou autre, on enlève les plaquettes, c'est important. Ça évitera des soucis de contamination. Là, je viens enlever ma durite au niveau de la manette. J'enlève l'écrou tout simplement en fait. Et je viens couper juste après l'olive. Mais ça, vous le verrez tout à l'heure. Et là, c'est bien parce qu'avec SRAM, c'est pré-purgé. Donc quand on coupe, il n'y a pas de fuite d'huile. Là, je viens poser mon étrier avant. L'adaptateur est déjà fixé à l'étrier. C'est un adaptateur classique, flat mount 140-160. Je viens le visser sur la fourche. Pour l'instant, c'est pas une pose définitive. Je fais un test à blanc avec la roue avant pour voir si mon adaptateur est mis dans le bon sens. Mais là, il n'y a pas de souci particulier. Hop. Nickel. Je viens faire pareil pour l'arrière. J'enlève les plaquettes. Toujours la même méthode, hein. Ça évite des surprises et des problèmes. Je viens retirer la durite au niveau de la manette. Donc toujours, je dévisse l'écrou. Je suis obligé de faire ça de toute façon parce qu'il va falloir que je passe la durite dans le cadre. Donc il faut bien que j'enlève un côté ou l'autre. Et là, dans mon cas, moi, c'est au niveau de la manette que c'est beaucoup plus simple. Je viens retirer l'adaptateur qui est de base fixé sur l'étrier arrière parce que nous, la petite particularité avec nos cadres Meral de deuxième génération, c'est qu'on utilise un adaptateur flat mount 140-160 de frein avant pour l'arrière. Donc ça, quand vous achetez un cadre chez nous, il n'y a pas de souci, c'est fourni avec. Je viens faire un test à blanc avec l'étrier et l'adaptateur pour voir si c'est bien positionné avec mon disque qui est un disque en 160. Je vérifie toujours. Là c'est bon, donc je viens visser l'adaptateur. Ça se visse à 5 Nm. Et là il y a du frein filé sur les vis, donc pas besoin de mettre de graisse. C'est important, on est sur du freinage, donc il y a du frein filé. Je coupe ma durite au bout, parce qu'il y a l'olive qui me dérange pour le guidage des durites. Et je coupe ça avec un coupe-durite. C'est qu'un cutter, ça fait une coupe précise, c'est important. Maintenant que l'étrier avant est préposé et qu'à l'arrière tout est installé, je vais guider ma durite. Donc je commence par l'arrière. Je rentre dans la base, il y a un embout spécifique juste avant l'étrier. J'enlève ma roue parce que c'est plus facile pour la manipulation et pour y voir clair. Et là, je vais pousser ma durite dans le cadre. Donc il n'y a pas de guidage interne, mais c'est relativement simple si on démarre par l'arrière. Passage de la durite. Je passe le boîtier, je mets de mes doigts, c'est facile. Je vais monter dans le tube diagonal et je vais ressortir par la douille. J'insiste, c'est vraiment facile sur ces vélos. Il y a de la place pour manipuler au niveau du boîtier. Ne vous inquiétez pas si vous devez le faire vous-même. Là, je vais pouvoir visser mon étrier.
Hop. Je profite de ce petit moment pour poser mon expandeur. Donc l'expandeur, ça se met en haut du pivot et ça va venir permettre après de mettre en contrainte les roulements dans la direction et que tout tienne bien ensemble. Je guide ma durite dans la fourche. Là, c'est facile, c'est complètement guidé à l'intérieur. Vous rentrez dans le four au gauche, c'est guidé, vous poussez, ça ressort par le pivot. Ça, c'est bon. Toujours en full interne. Là maintenant je viens mettre un peu de graisse. Donc là c'est une nouvelle graisse, c'est de la graisse lithium. C'est une graisse spécifique pour les roulements. Donc là je viens en mettre un petit peu sur les portées de roulement et sur les roulements de direction. Toujours dans le même but. Montage, démontage, mais là c'est surtout pour l'humidité. Pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre, qui pénètre trop et des saletés qui se mettent. Je viens positionner mon roulement bas de manière définitive en le passant autour de la durite. Je pose ma partie haute du jeu de direction, roulement, capot. Je vais positionner ma fourche en faisant passer ma durite dans la douille et dans le capot de direction. Je tiens mes durites, je positionne mes entretoises, le petit cache qui va aller juste sous la potence. Et là, je positionne mon poste de pilotage. Je viens visser la vis du capot, donc elle ne se visse pas au couple, et en fait là il faut visser, ça va mettre en contrainte les roulements, et ce qu'il faut c'est que ça soit libre et sans jeu. Quand vous tournez comme ça, il ne faut pas qu'il y ait de points durs et qu'il n'y ait pas de jeu. Vient le moment d'installer le boîtier de pédalier. Donc sur ces vélos, l'Artemis, mais le Hansel aussi et le Louison, on est sur un boîtier en T47. Donc ça facilite le passage interne des durites et des gaines et ça augmente aussi la rigidité. C'est un standard moderne qu'on retrouve sur maintenant beaucoup de vélos et c'est bien sûr fileté pour une meilleure durée de vie. Donc là je viens de mettre un peu de graisse blanche PTFE sur le filetage que j'avais préalablement taraudé. Et je vais mettre mes parties de boîtier de pédalier. Donc il y a une partie droite, une partie gauche, qui sont souvent marquées R et L pour right et left. Donc ça se visse vers l'arrière. Chaque boîtier de pédalier est un petit peu spécifique, il faut avoir la bonne douille qui permet de visser. Et bien sûr, le vissage se fait à la clé dynamométrique. Et là, c'est à 40 Nm. Ça sert à rien de serrer ça à 50, 60. C'est 40, c'est 40. Si vous serrez trop, vous risquez d'abîmer vos cuvettes de boîtier de pédalier, voire même votre cadre. Le boîtier de pédalier étant posé, vient le moment d'installer le pédalier. Donc là, moi j'ai pris un SRAM Dub Wide. Donc si je ne me trompe pas, c'est un axe de 120 mm et qui fait 29,88 de diamètre. C'est du SRAM quoi. J'applique un peu de graisse et je viens de positionner la manivelle gauche qui porte l'axe. Et là en fait ça va être un jeu de trouver à la fois une distance qui soit la même entre les manivelles et les bases et respecter la ligne de chaîne. Donc là je vais faire plusieurs tests, on va voir dans la vidéo, en jouant avec des entretoises. Donc c'est pas forcément la partie la plus facile, il faut mesurer, il faut bien regarder, il faut y aller à tâtons, enlever, remettre, enlever, remettre. Mais au bout d'un moment, on y arrive. Pour tous les composants, là je rentre pas forcément dans les détails, mais à la fin de la vidéo, je vous mettrai tout exactement les composants. Mais si vous avez un petit œil averti, vous pouvez voir
ce que j'ai mis sur mon vélo et je me suis bien fait plaisir. Il faut absolument que je mette des spacers. Alors on va mettre... là il y a combien? Il est tout petit le plateau. Ouais, c'est un 36. Attends. Hop. Ouais, je suis un peu là. Je peux diminuer d'un côté. Là j'ai 2,5. Ouais, c'est ça, je vais diminuer ici. T'es trop... Là, je suis encore un peu trop écarté là. Et après, ici, je vais être bien. Je vais me rajouter des entretoises entre les deux. Bon, là, on est pas mal au niveau distance entre chaque. On est presque à la fin. Là, on va serrer le pédalier côté transmission. Avec une clé de 8, on serre au couple, c'est 54 Nm. Toujours important de serrer au bon couple. Ça tourne pour l'instant pas très librement parce que les roulements sont tout neufs. Il faut le temps que la graisse se fasse. Tout est normal pour l'instant. La dernière étape, c'est de régler la petite vis de pré-contrainte qui est à côté gauche. C'est une petite entretoise qui se visse en plastique. C'est assez fragile. On vient la visser pour en fait annuler le jeu éventuel latéral qu'il pourrait y avoir dans le pédalier. Ça tourne pas indéfiniment, les roulements sont... Je pense qu'il faut le temps que ça se fasse un peu. Hop. Il n'y a pas de jeu. Ah, Christopher, sorry. Christopher, peintre. Blablatech. Il est fan des Blablatech, il faut que je refasse. Donc là, j'ai descendu le vélo du pied d'atelier pour ajuster et poser mes leviers. Donc je le fais au sol pour être horizontal. Si vous le faites sur le pied d'atelier, le souci c'est que vous risquez de mettre vos leviers et votre cintre aussi dans la mauvaise orientation. Donc en se mettant au sol, comme ça, je peux positionner mes leviers comme il faut. Donc mon cintre, je l'avais réglé sur le banc Morphologix. Donc là, j'ai pas besoin de le régler. Mais mes leviers, en le faisant au sol, c'est plus simple. Donc là, je vais faire mes ajustements. En fait, je vais me régler, essayer à tâtons de trouver la bonne position. Je vais même monter un peu plus tard sur le vélo pour voir comment mes mains se posent sur les leviers. Là, c'est des ajustements, il faut bien regarder. Des fois, je me sers d'un niveau aussi, ou en tout cas d'une règle droite pour positionner mes leviers comme il faut. Chacun a ses techniques. Selon le cintre, les leviers ne se mettent pas de la même manière. Mais en gros, voilà, c'est positionnement des leviers sur une surface horizontale. Donc ici, on est sur des leviers SRAM Red Access et un cintre Ritchey Venture Max en 46 cm de large. Ça me semble pas mal. Le positionnement et l'ajustement des leviers étant fait, maintenant j'ai remis le vélo sur le pied et il faut que je branche les durites. Donc là, l'astuce, c'est de prendre sa durite, de suivre son cintre, de bien suivre le dessin du cintre, la sortie de la potence aussi, et d'aller jusqu'au levier, prendre en considération l'entrée de la durite au niveau de la fixation de la durite sur le levier, et de couper à longueur. Donc comme on a vu, j'ai utilisé un coupe-durite,
Quand c'est coupé à longueur, il faut glisser l'écrou, ensuite mettre un pointeau. Et là, avec SRAM, ce qui est cool, c'est que c'est très simple parce que c'est un pointeau qui se visse. Et après ça, on vient mettre dessus, aussi en vissant, l'olive sur ce pointeau. Donc on ne peut pas se tromper, on ne peut pas monter ça à l'envers. On positionne sa durite au niveau du levier. Avec une clé de 8, on visse ça. Au contact, ça sert à rien de trop serrer. Et on est bon. Là, je viens mettre un petit coup de scotch pour maintenir la durite sur le cintre. Tac. Donc là, on voit le coupe-durite qui permet de faire un travail propre. Retenez aussi que couper votre durite un peu plus long, c'est pas très grave. Au pire, vous la recouperez. Au pire, vous aurez un petit peu de gras, c'est-à-dire un peu de longueur de durite. C'est toujours mieux que d'avoir une durite trop courte. Au moment de visser l'écrou aussi au niveau du levier, il faut bien enfoncer la durite avec l'olive et le pointeau qui sont fixés dessus, bien l'enfoncer au fond du logement, la maintenir et visser l'écrou en même temps que vous maintenez la durite. Ça évitera que ça se mette de travers et qu'il y ait des fuites. Bah, Un petit coup de scotch je me sens pas très utile, mais... et j'ai terminé. Là, je passe à l'ajustement final des étriers. Je centre comme il faut. J'ai fait l'avant, je passe à l'arrière. Je viens remettre les plaquettes. Maintenant que tout est branché, il n'y a plus de risque de fuite. Non. Et là, je teste le freinage, c'est vraiment top. C'est ferme. Il n'y a même pas besoin de faire de purge. Oh, le freinage, il est net, clair et précis, c'est incroyable. Donc là, ouais, je viens de centrer les étriers. Comme ça, sans les plaquettes. Comme ça, il y a une bonne partie du travail qui est fait. Après, je mets les plaquettes. Puis je réajuste. Là, j'ai vu que mon disque était légèrement tordu. Enfin, tordu, voilé plutôt. Tordu, c'est pas le mot. À l'arrière, on va voir ce que ça donne. Mais là, comme en plus c'est pré-purgé, le travail est facile. Alors lui, c'est John. T'es dans la vidéo. Je couperai ça au montage ou pas? John peintre, c'est lui qui a peint mon vélo. Donc là, on entend. Ça frotte un moment. Et c'est le disque qui est un peu voilé, mais c'est tellement net. Tac. Et à l'arrière. Après, il y aura peut-être des petits ajustements à faire au niveau de centrage, mais ça, je le ferai à la toute fin. Parce qu'il faut déjà rouler un peu. Mais le freinage, c'est nickel. Pour les disques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer l'endroit où c'est légèrement voilé pour essayer de corriger ça. Et voilà, tac. Donc là, pour le dévoilage, j'utilise ça. Ça permet de dévoiler les disques. Là, j'avais vu l'endroit où ça frottait. J'avais vu que ça frottait par la gauche. Donc j'ai joué un peu avec le disque, faut pas y aller trop fort. Et là, c'est nickel, ça tourne bien. Donc après, bon, les freins à disque, c'est les freins à disque. Hein. Ça touche toujours. Toujours un moment, ça fait du bruit. Mais bon,
Globalement, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, à l'arrière, c'est pas mal. Ça frotte un peu, mais je pense que je vais rouler un peu et puis je verrai ça plus tard. On est bien. Donc là, il va rester la transmission. Et puis, on est pas mal. Moi, je suis un petit peu maniaque. Je range toujours. Je perds un peu de temps à ranger mes affaires. Parce que j'aime pas le bordel et en fait, on crée forcément du bordel quand on fait de la mécanique. Je viens là. Toujours un peu rangé pour repartir. Tout à l'heure, on fait la transmission. On sera bien. Hop. La purge, il n'y a pas besoin. On range les petites clés. On enlève la tension de la clé dynamo, c'est quand même mieux. Là, je vais corriger une petite erreur que j'ai fait. J'ai posé la petite entretoise là, qui va ici avec de la graisse et il n'y a pas de graisse normalement. Je vais l'enlever. Hop. Il n'est pas censé y avoir de graisse là, en fait. C'est à sec. Désolé pour le bruit. Du coup, tu vas laisser les voix ou pas? Passons au réglage de la transmission. Alors, petite info en passant, sur nos cadres de nouvelle génération, on est au standard UDH. C'est pour ça que moi je mets un dérailleur T-Type. Mais si vous voulez mettre un dérailleur classique, vous pouvez mettre la patte de dérailleur SRAM UDH. Et cette dernière est fournie avec le cadre, bien sûr. Donc la première chose à faire, votre dérailleur est fixé sur le cadre, vissez au contact et vous faites un demi-tour en arrière. Pareil pour l'axe de roue, vous le vissez au contact et vous venez faire un demi-tour en arrière. Tu fais quoi? Là en fait sur ces dérailleurs, pour l'installation en fait tu dois regarder ta longueur de base si elle n'est pas répertoriée sur SRAM. Ouais. Donc là c'est 435 parce que c'est un vélo Méral, il ne connaît pas Méral encore. Et tu dois donner la taille de ton pédalier et ton type de pratique. Il te donne en fait ta longueur de chaîne. Donc moi il m'a donné 118 maillons et il donne le réglage à mettre sur le dérailleur. En fait tu as deux positions, A ou B. B c'est en cas de tout suspendu et A c'est en semi-rigide si je ne me trompe pas. Donc moi dans mon cas je vais mettre le réglage en A. Donc il suffit juste de retourner la petite pièce. Hop. Et après je remets le dérailleur en position de réglage. Ici, position de réglage c'est un blocage intermédiaire. Et position toute ouverte, comme ça. Hop là, ça c'est la position de montage. Là, quand on veut monter la roue. La position de réglage. Et quand j'enlève complètement, c'est la position de roulage. Donc là, je suis en bonne position ici. Je vais couper ma chaîne à 118 maillons. Et ensuite, on va l'installer. Puis on va faire le réglage du dérailleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il me dit aussi la position, sur quel pignon je dois me mettre pour faire mon réglage de vitesse. Donc là, c'est le 7ème en partant du haut, la 7ème vitesse. C'est là où il y a un petit liseré rouge en plus sur la cassette. Donc pour faire le réglage et la tension, c'est ici qu'il faut que je me mette. C'est assez facile à faire. Hein. La première fois, c'est des petits gestes, mais après, ça va. Donc là, il faut que je coupe à 118. C'est une chaîne à 126 maillons. Et toi, si tu 126, tu cut, faut que j'en garde 118. Il faut que je mette mon petit réglage sur A, 118 maillons de chaîne. Ça va pour des plateaux de 34 ou 36, donc moi ça va, je suis 36. Pour faire mon réglage, je dois me mettre sur la vitesse numéro 7, celle où il y a 21 dents. Ça,
ça. Donc on a dit 118 maillons. Il suffit de mettre en parallèle. C'est tout, c'est pas mal fait. Et là, je coupe ici, comme ça. J'ai 118. Et là, voilà, 118. Maintenant, on va installer la chaîne sur le vélo. Donc on a dit on se met sur le 7e pignon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. C'est là. Là je suis bien passé. Ça c'est bon. Tac. Nickel. Quand on a positionné la chaîne sur le pignon de réglage, ici le 7e, on tire la chape en arrière et on vient tourner le pédalier dans un sens puis dans l'autre pour écouter s'il n'y a pas de bruit parasite et si la chaîne reste bien en position. Et si c'est le cas, on vient serrer la vis de fixation du dérailleur au cadre au couple. Ici, c'est 25 Nm. Et on doit avoir deux petits symboles d'alignement qui sont alignés. On serre l'axe de roue lui aussi au couple. On met le dérailleur en position de roulage, on enlève la position de réglage. Je viens pédaler, je passe des vitesses, j'écoute s'il n'y a pas de bruit parasite, s'il n'y a pas de souci. Là, tout a l'air de bien fonctionner. Après, il y aura sûrement des réglages dans les premiers roulages, les premières sorties. Ça sera des micros ajustements à faire avec le smartphone. Le réglage est plutôt simple. J'installe les portes bidons. Donc là, je me suis fait plaisir, j'ai pris des portes bidons en titane de la marque Silka. Ils ont un petit effet rétro plutôt sympa, ils sont extrêmement légers. Et bien sûr, j'ai mis les vis en titane. Tac. Ça fait propre. Là, je me suis fait plaisir sur les pédales. Pour ce vélo, j'ai choisi des pédales à capteur de puissance. Donc ça, je vous en parlerai sûrement dans des shorts et dans d'autres vidéos. Je viens mettre un peu de graisse sur les filetages des pédales. C'est toujours important. Et je viens visser les pédales. Au début, c'est à la main et ensuite, on finit avec une clé de 15. Une clé plate de 15.
nickel. Je regarde mon positionnement. Et il restera la guidoline et on sera bon. J'ai contrôlé que mon positionnement était bon, ma position des mains sur les cocottes était bon. Et là, je regarde s'il y a du jeu dans la direction. Donc, je freine du frein avant, je tapote mon pneu au sol, je fais tourner mon guidon. Je regarde s'il n'y a pas de jeu. Là, c'est pas mal. Et ben c'est nickel. Allez, on va passer à la guidoline. Donc attention, j'ai dit guidoline, mais normalement il faut dire ruban de cintre. Donc là je me suis fait plaisir, j'ai pris de la Silka Nastro Cucino. J'ai ça sur mon Chirou, j'avais ça sur mon Louison, c'est du très bon ruban. Je vais vous montrer la manière de faire, en tout cas ma manière de faire pour poser du ruban. Il y a plein de méthodes, plein d'écoles. Moi je commence par en bas. Je commence par m'enrouler en serrant bien et en contrôlant régulièrement mes espacements à chaque enroulement pour avoir toujours le même écart. Et je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Moi je pars du principe que quand on a les mains sur le guidon, nos mains ont tendance de venir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est pour ça que j'enroule dans le même sens. Donc je monte, je monte, je monte. Quand j'arrive au niveau de la cocotte, soit mon dernier tour lèche la cocotte et c'est bon, soit je viens chevaucher légèrement la cocotte, je remonte par-dessus. Je fais un croisement par devant. Je passe derrière. Je reviens au-dessus. Et là, je suis de l'intérieur vers l'extérieur sur le haut du cintre. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc j'espère que ça a été clair dans mon explication. Après, si vous regardez bien la vidéo, vous allez pouvoir voir comment je procède et ça me permet de faire le fameux 8 au niveau de la cocotte sans utiliser le petit bout de guidoline que parfois on voit que certains utilisent. Qui est une autre méthode, hein. Je termine. Je m'arrête à quelques centimètres de la potence et là il y a la partie du découpage. Donc là en fait ce qu'il faut faire, c'est faire un biseau qui part de l'extérieur vers le haut de la douille en fait, qui vient faire une espèce de pointe. Pareil, je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications, mais vous voyez dans la vidéo. Je viens bien serrer. Et je vais pouvoir mettre un petit peu de scotch d'électricien noir pour finir tout ça. Je viens faire la même chose de l'autre côté, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on passe par-dessus de l'extérieur, on revient derrière, on fait le fameux 8, on remonte. Alors la petite chose, quand on a passé la cocotte, avant de totalement terminer et de finir, on remet le plastique, comme je suis en train de faire en ce moment, pour vérifier qu'il n'y ait pas de jour, qu'il n'y ait pas le cintre apparent. Ça évite de devoir tout enlever si on s'est raté en vérifiant à la fin. Donc là c'est bien, il n'y a pas de cintre apparent. Donc je peux continuer tranquillement. Je fais ma coupe en biseau, là on voit bien dans quelle orientation je me retrouve. Et on termine tout ça. Silka aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'ils fournissent un scotch qui n'est pas du scotch électricien, ça y ressemble, mais il est plutôt de bonne qualité. Et là je l'ai utilisé.
que d'habitude ils fournissent des scotch mais qui sont pas top avec les rubans de cintre. Touche finale, c'est la pose des bouchons, qui sont des bouchons en métal avec une vis qui vient serrer de l'intérieur. J'en profite pour aligner ma selle, ma potence dans l'alignement de la roue et là je vais faire les serrages au couple. Le collier de selle c'est 5 Nm, les vis de potence c'est pareil, 5 à 6 Nm. Ici c'est 5. On est sur de l'alu donc ça va, mais attention quand vous êtes sur du carbone. Ça c'est bon. La tige de sel. T25. C'est du carbone. On va mettre 10. Voilà. Bon. Je pense qu'on est bien. Les coups de serrage sont faits. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Un petit coup de chiffon. Il n'y a pas de jeu dans la roue, dans les serrages. Ok, bon, là c'est nickel. Là je vais juste mettre un coup de Clear Protect sur la base en dessous de la chaîne. Donc là il faut bien nettoyer la zone, la surface. Voilà, le vélo est propre et nickel. Ça c'est beau. Allez, on met Clear Protect. Il n'y a pas de jeu dans le pédalier. De toute façon, il y aura sûrement des petits réglages à faire, à peaufiner, position, peut-être l'avancée de la selle ou pas, mais normalement c'est pas mal. Normalement je vais être bien. On est sur un beau bike. À combien on va être? Ah non, on n'est pas si léger que ça. Je pensais qu'on était moins. On est à 9,67 kg. L'application SRAM Access de smartphone permet vraiment de voir tout son vélo et de faire les mises à jour. Les couplages, c'est vraiment plutôt pas mal. Là, je teste la tige de selle télescopique. 75 mm de débattement, mais pour un gravel, c'est bien. Hop là. La position sur les mains a l'air pas mal. On va voir ce que ça va donner. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais rouler comme ça, puis je vais bien voir. La position, elle est assez large. En bas du cintre, je vais être bien. Paf, 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 paf. Ça, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Regardez ça un peu plus dans le détail. Là, c'est pas mal. Petite pédale à capteur de puissance. Nickel. Bon, là, je finis de configurer l'application AXS. On va rajouter une petite photo.
tac. Donc là sur l'application c'est assez précis. On peut aller dans son vélo et puis on voit tout le dérailleur arrière, les deux manettes qui sont couplées et la tige de selle. Donc quand j'appuie sur les deux boutons, ça fait baisser ma tige de selle. À droite ça descend les pignons, à gauche ça remonte. On peut faire les micro-adjustes, mais là j'ai pas besoin pour le moment. Là je vais aller tester le vélo et puis on se redit tout de suite. J'ai pris mes chaussures de vélo, j'ai mis les cales SPD, mais forcément ça n'existe pas les pédales crank capteur de puissance. Donc ça je vous en parlerai dans une future vidéo. Pourquoi j'ai mis un capteur. Allez, on va tester ça. Ça change. Oh là là. On n'a pas envie de le salir. Putain, en bas du guidon, je suis super bien. Putain, c'est dingue. Oh, le braquet est pas mal. Je suis sur un 36. Putain, je suis bien positionné. Bien ce cintre. Venture Max. Bon, là, je fais un petit test rapide sur route. Je me réserve les chemins pour ce week-end. Ce que je fais après chaque montage de vélo au travail, c'est que je contrôle. Il y a même des boutons ici là. C'est excellent. Je contrôle le bon fonctionnement du vélo pour voir si il n'y a pas de souci, parce qu'un réglage sur pied, c'est jamais la même chose dans la réalité. Les deux boutons, ça baisse la selle. Oh, c'est propre. Et on rappuie, elle remonte. Et ben, bon bah là, ça a l'air bien. Il n'y a pas de jeu. Je me suis mis en danseuse, il n'y a pas de jeu. Je vais regarder s'il n'y a pas eu de jeu latéral au niveau du pédalier. Parce que des fois, c'est le problème que j'avais avec ces pédaliers SRAM. Mais on est bien. La position, elle me semble vraiment pas mal. La selle est un peu raidoche, mais bon, c'est une selle en carbone. Je la changerai peut-être dans le futur. Sinon, c'est très confort. À tester dans les chemins, je testerai ça ce week-end. En tout cas, là, je peux vous dire que je suis heureux. Donc ouais, moi, quand je fais des vélos au travail, je les teste. Comme ça, je vais rouler. Je regarde si les vitesses passent bien, si le vélo freine bien. Je fais un peu le rodage des plaquettes. Bon, là, c'est mon propre vélo. Je ferai le rodage samedi. Mais sinon, je fais le rodage des plaquettes pour les clients. Je vérifie que tout tourne bien, qu'il n'y ait pas de bruit parasite dans le cadre, des choses comme ça. Normalement, il n'y a pas de souci, mais bon, il peut y avoir des problèmes de passage de vitesse, des choses comme ça. C'est assez classique. Mais sinon, non, c'est pas mal. Là, il faudra peut-être que j'ajuste. Ouais, non, mon avancée de selle, elle m'a l'air pas mal. Je verrai à l'usage comment je me sens. La selle est un peu raide, mais là, j'ai pas de cuissard. J'ai fait les serrages au couple, potence, cintre, tout ce qu'il faut. Bon, voilà, on est pas mal. Bon, allez, je retourne au travail. On va faire des photos sûrement. Je vais bosser maintenant pour le boulot, parce que là, c'est montage perso. Et puis, ben, on se retrouve pour la conclusion tout à l'heure. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que tout ça vous aura intéressé. Putain, les freins, c'est dingue. C'est léger, hein. Puis je vais avoir du développement là pour faire du VTT. Je vais être bien. Bon, allez, on rentre. Vélo chargé. Montage terminé. C'était cool. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop long. Bon, je pense que c'est assez long. Je sais pas combien de temps ça va finir à la fin. Mais en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses, vu des choses. J'ai pas fait trop d'erreurs, j'espère, des erreurs mécaniques. Ou en tout cas, si j'en ai fait et que je me suis aperçu, je les ai corrigées dans la vidéo. J'espère que ça vous aura appris des petites choses. Et puis, ben, on se dit à bientôt. Dans la prochaine vidéo, je vais faire sûrement le premier avis du vélo à chaud après un vrai roulage dans les chemins. Parce que je vous avoue, j'ai vraiment hâte. Là, je l'ai roulé sur quelques dizaines de mètres et j'avoue que c'est confortable. La position me semble pas mal. On va faire des ajustements sûrement, mais ça me semble bien. Le cintre est top. Je suis assez content. Puis le freinage top, mais ça à tester en véritable condition. Je vous mets quelques images du vélo prises au travail par ma caméraman.
C'est cool, merci Marine d'ailleurs d'avoir filmé. J'espère que ça agrémente un peu la vidéo. Et puis ben on se dit à la prochaine. Moi j'ai un peu de route pour rentrer. Aujourd'hui journée un petit peu pluvieuse l'après-midi, mais bon voilà, c'était cool. Bon allez maintenant, retour aux affaires demain, on retravaille pour d'autres clients. Allez à plus, salut. Allez hop, montage en tubeless. On va mettre 75 ml de liquide préventif. Le préventif, il faut travailler proprement, il faut y aller doucement. Donc, je mets du Muc-Off, moi, au niveau tubeless. Je le trouve assez épais et efficace et il a une bonne durée de vie. Parce que le tubeless, ouais, au bout de 5-6 mois, c'est bien de le changer. Mais lui, il tient pas mal. Moi, ce que je fais, c'est qu'il y a la technique qu'on met par la valve. Ce que je fais, comme vous avez vu là, j'ouvre tout mon pneu. Je mets mon liquide préventif en bas du pneu. Je commence ensuite doucement par fermer par en haut. Et quand j'ai fermé en haut, je fais une rotation avec mon pneu. Comme là, je ferme en haut. Hop. Là, quand c'est fermé en haut, là, tout le préventif est en bas par gravité, c'est logique. Une grosse partie du préventif est en bas. Et là, je viens retourner mon pneu en tenant le truc comme ça. Le préventif reste toujours en bas. J'en ai moins en haut, je m'en fous moins partout. Parce que c'est assez sale et on peut vite en mettre partout. Là, il y a de la terre qui tombe, mais c'est normal. Parce que j'ai testé le vélo rapidement au travail. Hop. Voilà. Là, la valve est mise en bas. Et maintenant, on va gonfler en espérant que la pression monte comme il faut. Donc là, je remets la valve en haut. Et on va gonfler. Et j'ai pas de compresseur, je fais ça à la main. Là, on sent, ça se gonfle. Ça pète, ça claque. Bon, c'est important que ça claque. Après, honnêtement, si là, je vais gonfler, là, je suis à 2 bars à ma pompe. Je rajusterai les pressions après. 2 bars, on est pas mal. Après, si vous avez des doutes, vous regardez la pression max indiquée sur votre pneu. Là, ce qu'il faut faire, là, vous enlevez la pompe. Ah, regardez, avec ce liquide préventif, pas de souci. J'ai réussi à mettre en pression comme il fallait. Il n'y a pas de fuite énorme sur le pneu. Bon, là, forcément, ça coule un peu, mais c'est logique. Là, il faut regarder en fait la petite ligne qu'on voit. Il y a une petite ligne souvent sur le flanc du pneu, proche de la jante. Et en fait, il faut que cette ligne, elle fasse le tour de la jante de manière toujours la même distance en fait. Ça veut dire que votre pneu est bien monté déjà. Donc là, je regarde de l'autre côté. Là, on voit la ligne, elle est là. Donc là, le pneu est bien monté. Je nettoie un petit peu au chiffon le préventif qui a un peu coulé, mais c'est normal, il fait l'étanchéité. C'est pas anormal d'avoir un peu de préventif qui sort, même dans les premières sorties. Là, c'est bon. On est bien monté, c'est plutôt propre comme travail. J'en ai mis un peu par terre. Mais de toute façon, je fais le ménage de la maison après. Donc là, c'est bon, c'est monté. C'est normal que le pneu perde un peu en pression. Un petit peu après, c'est possible. Des fois, il suffit juste de regonfler. Là, je vais faire tourner un peu le pneu sur lui-même pour que le préventif aille partout. Moi, je suis très satisfait de ce préventif Muc-Off. Il est efficace. Il est bien épais. Là, regardez, j'ai réussi avec une pompe à pied toute simple, Decathlon classique, qui est très bien d'ailleurs. Et j'ai mis en pression sans problème. Donc là, je vais laisser comme ça. Et cet après-midi ou demain matin, je réajusterai ma pression avec ce petit outil. Un manomètre pour régler la pression. Donc j'ai le bar et les PSI dessus. Donc je vais me baser sur le site Silca qui est pas mal pour régler la pression des pneus en fonction de votre usage. Et je vais la régler à la pression qu'ils disent. Et puis après je vais m'ajuster un petit peu. Mais je vais utiliser ça au début sur mes premières sorties pour ajuster ma pression parce qu'on est en tout terrain, pneu de 50. Donc la pression ça sera pas la même qu'en route en 38. Donc voilà. Allez, maintenant on va passer au cirage de la chaîne. Et puis après c'est la fin de la vidéo. Là c'était le petit bonus tubeless. Donc je suis content, j'ai réussi parce qu'au boulot, je n'y arrivais pas. Donc pour le cirage de la chaîne, moi j'utilise l'outil Silca encore. C'est en fait une petite popote toute simple. Dedans, il y a de la cire. Là, je l'ai chauffée à 257 degrés Fahrenheit. Ça, c'est la préconisation.
En fait, dedans, on va mettre une espèce de cire un peu comme ça, là, une cire solide, elle va fondre. Et là, je vais cirer ma chaîne. Donc ma chaîne, elle est avec la graisse fabricant dessus, la graisse SRAM de base. C'est la graisse en fait de protection quand on achète des chaînes. Donc en fait, pour ça, Silka propose un outil qui est cool, c'est ce qu'ils appellent le strip chip. C'est des petits carrés comme des carrés de chocolat. Et en fait, ça va changer cette graisse de manufacturier en lubrification pour la chaîne. Donc en fait, ce qu'il faut faire quand on a préalablement chauffé la petite popote à 257 Fahrenheit, on vient mettre ça dedans. Ça va fondre, je vais attendre un peu que ça fonde, je vais mélanger. Et ensuite, je vais vous montrer, je mets la chaîne sur une espèce de petit filet comme ça. J'enlève ma chaîne de mon vélo, elle est propre, ma chaîne, bah, elle a juste cette graisse là, il y a 2-3 grains de sable, mais rien de méchant, j'ai pas roulé le vélo dans les chemins. Et je vais après laisser tremper la chaîne, qu'elle s'imbibe bien et elle sera cirée comme il faut. Donc là, hop, c'est mélangé, je vais passer un maillon, je vais passer ça là-dedans que j'ai bricolé. La chaîne, elle est entortillée comme il faut. Et là, ce qu'il faut faire, c'est la mettre dans le petit bac. Donc dedans, on l'immerge. Il faut faire attention, c'est chaud, donc on ne met pas les doigts et on fait ça avec des gants, même si c'est pas toxique. On évite. Donc là, la chaîne est immergée complètement, ça va faire des bulles, c'est normal. Donc là, c'est 10 minutes à cette température. Et ensuite, on fera baisser. Il ne faut pas hésiter de temps en temps à bouger un peu la chaîne. Ça bouge plus. Je laisse 10 minutes, là je vais commencer le ménage. Pas besoin de cirer les maillons rapides, ceux-là ils sont pas cirés. Alors ça, je les ai démontés, là j'ai monté ma chaîne et je vais démonter mon maillon. Normalement, c'est pas réutilisable. Dans les faits, c'est réutilisable. Si vous voulez respecter les préconisations fabricants, vous ne réutilisez pas un maillon rapide. Il y en a qui sont réutilisables, mais ceux-là non. Mais moi, dans les faits, j'ai déjà réutilisé des maillons rapides 5, 6 fois parce que quand vous tirez la chaîne, il faut la démonter. Quand vous la nettoyez bien, il faut la démonter. Vous n'allez pas à chaque fois changer de maillon. Mais le fabricant dit qu'il ne faut pas le réutiliser. Mais ça, après, voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la chaîne finie de cirer. Là, j'ai attendu 10 minutes. Là, j'agite un petit peu. Bon, mon petit fil de fer s'est défait. J'agite un petit peu. Ça fait des bulles. C'est normal. La cire pénètre bien. Et là, je diminue la température à... là, je suis à 257 Fahrenheit, ça veut dire 125 degrés. Donc là, je descends à 75 degrés. Donc, il faut que je me mette à 125 Fahrenheit, si je ne me trompe pas. Après, je sors la chaîne, je la laisse pendouiller, je la laisse sécher un quart d'heure. Et après, elle va être toute dure, pleine de cire. Et je la remettrai sur le vélo. Après, un peu de roulage. Au début, ça va crisser un peu, craquer. Mais après, ça va être nickel. Donc voilà. Donc voilà pour le cirage de la chaîne avec l'outil Silka. Alors c'est un petit peu cher à l'achat, c'est une centaine d'euros avec la cire et tout ça, mais c'est un bon investissement si vous entretenez bien votre transmission. Après c'est pour des conditions sèches ces choses-là. Si les conditions sont trop humides, il faut plutôt utiliser de l'huile classique, mais là moi j'essaye d'éviter les conditions humides au maximum. Puis si vraiment c'est trop humide, je mettrai de l'huile classique et je nettoierai ma chaîne au préalable. La chaîne est complètement cirée, elle est toute dure. Là, je vais pas vous filmer ça, mais bon, je la décroche. Je craque un peu la chaîne, je la remets sur le vélo. Et on sera bon. C'est totalement fini la vidéo. On se dit à la prochaine sur le vélo. Allez, à plus.